Bonjour Hélène Frade. À la une de la presse, la journée de deuil national en France en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. C'est une première pour un événement climatique sous la Ve République. Le Figaro rappelle qu'avant 1958, la France n'avait connu qu'un seul deuil national. C'était après les inondations dans le Midi en 1930 qui avaient fait à l'époque des centaines de morts. Alors que le nombre de victimes n'est toujours pas connu à Mayotte, La Croix évoque un département dévasté pour longtemps et où les conditions de vie minimales ne sont toujours pas assurées une semaine après le passage du cyclone. Une situation que le quotidien La Croix explique en partie par les coupes budgétaires qui ont considérablement dépouillé, je cite, les armées françaises depuis 20 ans, avec une réduction d'environ 20% de leurs forces dans les territoires d'outre-mer, rien qu'entre 2000 et 2015. Une journée de deuil national, mais toujours pas de gouvernement d'union nationale. Toujours pas de gouvernement. Et d'ailleurs, François Bayrou qui fait savoir de façon plus ou moins directe qu'il n'y aura pas non plus d'union nationale. C'est ce qu'il avait... le gouvernement qu'il s'apprêterait à mettre en place, d'après le Figaro, ressemblerait beaucoup à celui de son prédécesseur, nous dit-on, Michel Barnier, c'est-à-dire une alliance entre les macronistes et le LR, autrement dit un gouvernement très loin de la grande coalition pluraliste voulue par le président du MoDem. Le Premier ministre souhaitait également un gouvernement dès hier. Caramba, c'est encore loupé. Selon le Parisien aujourd'hui en France, les tractations s'enlisent et bloqueraient toujours sur quelques profils. Mais le journal dit espérer un verdict pour aujourd'hui. La nouvelle équipe se fait toujours attendre et Libération ironise évidemment sur ces étranges vacances de Noël. Au Proche-Orient, cette fois, le nouvel homme fort de la Syrie poursuit les gestes d'ouverture. Hier, Ahmad al-Sharai a reçu le leader druze libanais Walid Jumblat. Et L'Orient le jour, le quotidien libanais parle, vous le voyez, d'un déplacement historique, d'une nouvelle page pour le Liban. Le premier déplacement d'un chef politique libanais depuis la chute de Bachar el-Assad, dont le régime est accusé d'avoir assassiné le père de Walid Jumblat en 1977. Le quotidien fait état de la promesse d'Ahmad al-Sharai de ne plus exercer, je le cite, d'influence négative au Liban et de tourner la page des années de tutelle assadienne, marquée, on le sait, par une longue série d'assassinats de Kamal Jumblat à Rafik Hariri. Les bouleversements en Syrie qui éclipsent la poursuite de la guerre à Gaza. Le quotidien israélien Haaretz qui a publié la semaine dernière une enquête accablante sur les exactions de certains soldats israéliens dans l'enclave palestinienne s'alarme de ce que beaucoup de ses compatriotes ne parviennent pas, je cite, à concilier le fait que le Hamas ait commis le massacre brutal du 7 octobre et l'affirmation qu'Israël opère actuellement dans la bande de Gaza, une opération, je cite toujours, contre toute morale humaine. Dans le nord de la Cisjordanie, des opérations des forces spéciales palestiniennes. Cette fois, on fait au moins 4 morts depuis le début du mois. Selon l'autorité palestinienne citée par le quotidien Le Monde, ces opérations contre le bataillon Jénine, qui rassemble différentes factions armées palestiniennes, visaient des hors-la-loi, je cite, accusés d'emprunter la voie de l'État islamique. Le quotidien indique que l'unité 101 des forces de sécurité palestiniennes, qui a été formée par les armées américaines et canadiennes, aurait coordonné ces opérations en amont avec l'armée américaine, selon le site d'info israélien Walla. L'analyste Tahani Mustafa explique, elle, qu'avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, le président palestinien Mahmoud Abbas veut s'attirer les bonnes grâces du futur président américain pour conserver le financement des États-Unis, mais aussi prouver par une démonstration de force qu'il pourrait participer à la gestion de Gaza après la guerre. Un mot pour terminer du grand reportage du Wall Street Journal sur les Maasai de Tanzanie. Le quotidien américain rapporte que le gouvernement tanzanien a commencé à expulser une partie des quelques 110 000 Maasai de la zone de conservation du Ngorongoro. C'est une zone qui jouxte le parc national de Serengeti. Il les expulse au motif que ces éleveurs de bovins qui sont semi-nomades constituent une menace pour la savane et pour les points d'eau. Un écosystème qui est tout à fait essentiel pour les traditionnels safaris, mais également désormais pour plusieurs projets de crédit carbone qui attirent chaque année en Tanzanie plus d'1 milliard d'investissements étrangers. Milliard de dollars, pardon. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse très complète. Voilà pour l'essentiel de l'actu.
l'actualité internationale. On va se retrouver dans quelques minutes pour un nouveau journal sur France 24. À tout de suite. Dans un